Alors bonjour, je me présente, je suis Grégory Oudot, je suis ostéopathe et nutritionniste, micronutritionniste. Je suis installé à Cannes et je travaille dans un cabinet, dans mon petit cabinet, avec mes patients en ostéopathie et aussi énormément en nutrition que j'utilise comme complément au traitement d'ostéopathie. C'est très utile parce que ça permet de prendre en charge les patients dans leur globalité. Aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie qui est très répandue, c'est l'arthrose. Nous allons aussi parler d'ostéoporose, mais on a un temps un peu limité, donc on va beaucoup parler d'arthrose. Je ferai des digressions pendant le sujet sur l'ostéoporose, pendant le sujet sur l'arthrose. Je vais parler un petit peu d'ostéoporose aussi, en même temps, d'accord? Donc on va commencer par l'arthrose. L'arthrose, c'est quoi? C'est une maladie qui touche énormément de gens. C'est la première maladie rhumatismale qui touche 9 à 10 millions de personnes en France, soit 17% de la population. C'est une maladie qui est liée à l'âge et au vieillissement et qui va toucher plus de 50% des personnes qui ont plus de 65 ans. Donc les personnes dans cette salle qui ont plus de 65 ans, il y en a une sur deux qui a de l'arthrose et qui va en souffrir. Donc c'est une très grosse maladie. 68% des personnes atteintes ont plus de 50 ans. C'est une maladie qui va augmenter avec l'âge. Et après 70 ans, on a 85% des personnes qui sont atteintes d'arthrose et qui en souffrent. On va voir plus tard que la médecine est assez démunie face à cette maladie. Les hommes sont touchés autant que les femmes jusqu'à la ménopause. Quand les femmes atteignent l'âge de la ménopause, c'est elles qui malheureusement vont être le plus touchées pour des raisons hormonales. Dans les zones touchées, les gens qui ont de l'arthrose le savent très bien, on va toucher la colonne vertébrale, ça va être plutôt les hommes que les femmes et ça va être au niveau des lombaires essentiellement. Aussi, on entend parler d'arthrose lombaire, d'arthrose cervicale, de discarthrose, de cervicarthrose. Quand vous sortez de chez le médecin avec des douleurs au niveau du cou, au niveau du bas du dos, eh ben, vous savez ce que c'est. Souvent, à la radio, on voit le cartilage qui est diminué et on voit le terme arthrose qui apparaît. Mais que fait la médecine pour ça? Pas grand-chose. Au niveau des mains, c'est plus les femmes, c'est l'arthrose héréditaire, l'arthrose déformante et c'est très invalidant aussi. Pour ce qui est des genoux, ça va toucher la face intérieure des genoux à partir de 60 ans et ça va peut-être toucher un peu plus les femmes, sensiblement. Pour la hanche, ça s'opère très bien, mais ça s'opère très bien uniquement grâce à l'inefficacité des médicaments. Donc les gens sont assez bien opérés, ça marche bien, puisque c'est très invalidant, mais on n'a pas encore trouvé le moyen de lutter contre cette maladie qui, pour l'instant, reste encore incurable. Eh bien, l'arthrose, qu'est-ce que c'est? L'arthrose, il faut savoir que c'est une maladie qui va faire de la dégénérescence du cartilage, mais c'est une maladie inflammatoire. C'est très important de noter le mot inflammatoire dans l'arthrose, parce que c'est ça qui va toucher les cellules du cartilage au plus profond de lui-même. C'est ça qui va user le cartilage, c'est cette inflammation constante qui va déséquilibrer le processus de régénération du cartilage. Qu'est-ce qui se passe dans un cartilage? Eh bien, il va y avoir un double processus. D'une part, un processus de résorption, un processus de nettoyage. On va enlever les cellules mortes, on va enlever les parties usées, et il va y avoir un processus de régénération, de reconstruction du cartilage. Quand les cellules, les chondrocytes, on va voir un peu plus loin, sont bombardées par de l'inflammation, eh bien, au bout d'un moment, c'est le processus de destruction qui va l'emporter. Une inflammation sur la cellule va automatiquement engendrer une mort de cette cellule, et cette mort va engendrer tout un tas de mécanismes pour nettoyer
le cartilage. Par contre, si l'inflammation est trop importante, on va nettoyer, mais on n'aura pas le temps de reconstruire derrière. Et c'est comme ça que l'arthrose s'installe. Le cartilage, il a une double fonction. La première, c'est d'amortir les chocs. Quand vous décortiquez un poulet, vous voyez, hein, le cartilage, c'est blanc, c'est mou, c'est nacré. C'est la partie qui est amortissante, d'accord? Et une autre partie, c'est cette partie de glissement, de congruence articulaire. C'est ce qui permet aux deux articulations de glisser convenablement. Quand l'arthrose est installée, on constate très rapidement des limitations dans le mouvement articulaire et on constate aussi énormément de douleur. Qu'est-ce qui est contenu dans ce cartilage? Ce cartilage se renouvelle tous les 3 mois, même pour les personnes âgées. Vous comprendrez qu'il se renouvelle rapidement, du moins assez rapidement, mais si l'inflammation est toujours constante, eh bien, encore une fois, on va être plus dans de la destruction, mais pas dans de la reconstruction. Le cartilage est composé de 3 éléments bien distincts. Le premier, c'est les chondrocytes, ce sont les cellules du cartilage. C'est ce qui constitue la masse du cartilage, et c'est ce qui constitue la qualité de ce dernier. Le collagène, qui sont des fibres qui permettent la résistance du cartilage, la cohésion, et les protéoglycanes. Alors c'est un nom un peu compliqué. En fait, c'est une protéine qui va piéger de l'eau et qui va faire la souplesse du cartilage, son amorti. Avec l'âge, la qualité des protéoglycanes a tendance à diminuer. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un cartilage plus sec, plus cassant et moins amortissant. Dans les protéoglycanes, on va entendre parler plus tard d'acide hyaluronique. C'est un constituant du tissu conjonctif, on en a de partout. Les médecins esthétiques l'injectent pour combler les rides. C'est un constituant naturel de notre tissu. On en a dans le cartilage, dans les os, on en a de partout. La glucosamine sulfate et la chondroïtine sulfate sont des constituants du cartilage, donc on va passer à la page d'après. Vous allez voir donc sur ce schéma, c'est un peu flou, mais je vais vous résumer assez rapidement. Voici une articulation avec un os, le cartilage en question, ici, et une capsule articulaire, on va voir après, hein, ce sera plus distinct, qui va piéger cette articulation dans un milieu hermétique. Eh bien, quand on grossit au microscope, on voit la constitution du cartilage, qui est un enchevêtrement de ces 3 éléments. Les points rouges, ce sont les chondrocytes, les cellules du cartilage. La barre bleue, le zigouigoui bleu, c'est l'acide hyaluronique sur lequel vient s'accrocher les fameuses protéoglycanes, qui vont piéger l'eau et qui vont donner une structure souple et une structure harmonieuse au cartilage. On passe. Et le processus d'arthrose va se faire en 3 temps. D'abord, on a une articulation normale, donc on voit bien l'os, le cartilage, la lumière entre les 2 surfaces articulaires, qui est baignée de liquide synovial. Le liquide synovial sert à nourrir et à lubrifier le cartilage. Le tout étant piégé dans une capsule qui permet la congruence, qui permet de rendre l'articulation hermétique. Quand l'arthrose arrive, qu'est-ce qui se passe? S'il y a une usure du cartilage, on va avoir des débris, on va avoir une diminution de l'épaisseur de ce cartilage, et quand elle va évoluer, eh bien, on n'a plus de pneus, on roule sur les jantes. Donc là, hein, c'est ça. Hein. Donc qu'est-ce qui se passe à la suite de ça? Vu qu'il n'y a plus de cartilage, l'os, lui, va se battre pour essayer de limiter le mouvement, et il va créer de l'os, puisque passé un certain âge, on ne peut plus très bien créer du cartilage, vu que le processus inflammatoire est tellement installé, la destruction prime sur la reconstruction, et on finit donc complètement sur la jante, et on voit apparaître des géodes d'hyperpression et de l'ostéocondensation, des zones où l'os va se concentrer et des zones où il va même carrément disparaître. Et on va voir aussi ce qu'on entend souvent, c'est les becs de perroquet. C'est ça là. Hein, l'os va
poussé sur le côté, hein, et on le voit à la radio, ça fait comme un petit bec, hein, de perroquet. Ça, on en a partout. On a mis un genou là, mais on l'a aussi dans les lombaires, on l'a aussi dans les cervicales, on en a de partout. L'arthrose déformante, c'est une accumulation d'ostéophytes autour de l'articulation, ce qui va créer des grosses boules au niveau des cartilages, au niveau des doigts. Et des pieds, doigts, pieds, phalanges, hein, c'est l'arthrose déformante, ça touche beaucoup les femmes, c'est une maladie héréditaire, hein, c'est un des plus invalidantes pour les orteils et pour les doigts. Hein. Donc les facteurs de risque de cette arthrose, c'est quoi? C'est l'hérédité, dont on parlait, c'est l'âge, bien sûr, ça ce sont des choses inévitables. Mais c'est aussi beaucoup, et beaucoup, le mode de vie. Si on a porté du poids, si on a fait du sport, si on en fait beaucoup, si on n'en fait pas assez, ça c'est un équilibre. Si on a des charges trop importantes, sachez que 1 kg en trop, c'est 3 kg en trop sur une hanche. D'accord? Donc imaginez-vous avec 5-6 kg en trop, voyez ce qui se passe au niveau de la hanche. Marchez avec 2 bouteilles d'eau de chaque côté toute la journée, vous allez voir ce que c'est d'avoir 3 kg en trop au niveau des articulations. Donc, le surpoids, le manque d'activité physique, je le disais, et enfin, l'alimentation déséquilibrée. C'est là-dessus qu'on va jouer aujourd'hui. D'accord? Donc, pour l'alimentation déséquilibrée, c'est quoi? De l'acidose, c'est-à-dire un terrain trop acide, on va en parler tout à l'heure. Un déséquilibre lipidique, des mauvaises graisses, des acides gras trans, des acides gras saturés, trop d'oméga 6, pas assez d'oméga 3, de la nourriture industrielle. Tout ça, ça favorise l'inflammation, le manque d'antioxydants. Et enfin, un déséquilibre intestinal, le tout lié à l'alimentation, ou à une prise de médicaments, ou à d'autres problèmes que l'on va voir un peu plus tard. L'année dernière, ceux qui ont assisté à la conférence, on a parlé de l'équilibre intestinal et du renouvellement cellulaire. On va en reparler un petit peu, on va moins détailler, mais ça va réévoquer un peu ce qu'on a vu l'année dernière. Les solutions médicales de référence qui, depuis très longtemps, n'ont pas évolué. On est dans quoi là? Anti-inflammatoire, antidouleur, basta. Hein? Qu'est-ce qu'on a? Aspirine, ibuprofène, kétoprofène, la cortisone vraiment dans les cas les plus graves, les plus extrêmes, et puis la douleur, on soulage la douleur, on met des cache-misères. Ça, tout ça, c'est que du cache-misère. On enlève la douleur, on enlève l'inflammation, on n'enlève pas la cause. La cause de l'inflammation, on va voir pourquoi. Ensuite, on fait des infiltrations. Si elles sont bien faites, la cortisone, ça marche une fois. La deuxième fois, moins. Troisième fois, plus rien. Et en plus de ça, on bousille le cartilage avec la cortisone. Donc ça, c'est une solution d'urgence. Et enfin, la chirurgie. Et comme disait le professeur Joyeux, à ces chirurgiens, vous mettez des hanches et vous avez tant de succès grâce à l'inefficacité des médicaments. Donc ils s'enrichissent grâce à ça. Mais nous, on peut contrer le problème. Donc tous ces médicaments ont des effets secondaires, hein. Vous savez, les anti-inflammatoires, les effets digestifs. Alors qu'est-ce qu'on prend? De l'oméprazole, on va prendre du Mopral, on va prendre des trucs comme ça pour les problèmes digestifs. Ça va créer une hypochloridrie, une mauvaise digestion, etc. etc. D'accord? On peut utiliser des méthodes beaucoup plus naturelles. Donc j'explique un petit peu comment s'installe l'inflammation. L'inflammation, c'est vraiment le mot important aujourd'hui qu'il va falloir que l'on combatte. Le mal important de ce siècle, c'est l'inflammation chronique. Qui est due à quoi? À une mauvaise alimentation, on l'a vu tout à l'heure, à la pollution, à un manque d'activité physique, ça c'est considérable. Le manque d'activité physique, le manque d'oxygénation et au niveau articulaire, l'articulation se nourrit par pression. Hein? Plus on marche, plus l'articulation, c'est comme une éponge. Elle va exsuder, elle va suer ces mauvais éléments et elle va absorber les bons éléments. Donc si on ne fait pas assez de sport, pareil, les mauvais éléments restent, l'inflammation s'installe. Le tabac, l'alcool, les drogues,
Et enfin, l'hérédité et les gènes, c'est une des seules choses sur lesquelles on ne peut rien changer. Le reste, on peut tout changer. L'inflammation chronique donc s'installe par le biais de médiateurs de l'inflammation qu'on appelle les cytokines, c'est-à-dire les TNF, les tumeurs necrosis factors, ou les interleukines. Bon, ça, ce sont des petits éléments qui interviennent dans toute inflammation dans le corps, quelle qu'elle soit. Eh bien, les conséquences de cette inflammation, c'est quoi? On a toutes les pathologies d'inflammation chronique et auto-immune. L'un ne va pas sans l'autre, c'est très lié, d'accord? Donc on a tout ce qui va être arthrose, bien sûr, le sujet d'aujourd'hui, mais les arthrites, ce qu'on dit l'arthrite ankylosante, la polyarthrite rhumatoïde, et aussi tout ce qui va être dermatologique, le psoriasis, l'eczéma, les sclérodermies, ça c'est auto-immun. Les rhinites chroniques, les rhinites allergiques, l'asthme, les pharyngites, les bronchites, qui n'a pas de petite bronchite chronique, qui n'a pas une petite pharyngite régulièrement. Ça arrive souvent, j'entends des gens qui toussent, j'entends des gens qui commencent à gratter comme ça, l'hiver n'est pas encore installé, mais ça vient déjà. Hein. Donc ça devrait arriver bien plus tard dans la saison. D'accord? Les maladies digestives, maladies cœliaques, donc les intolérances ou allergies au gluten, la maladie de Crohn et les rectocolites ulcéro-hémorragiques. Ces maladies-là, et encore, j'en passe, hein, la phase était trop courte, j'ai pas voulu tout mettre. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire pour ça? On ne va pas continuer à prendre des médicaments toute notre vie. On va essayer de limiter et on va essayer de faire un petit pied de nez à l'industrie pharmaceutique qui nous fait croire qu'il n'y a que par le chimique qu'on peut soigner. La nature nous a apporté jusqu'à présent des tonnes de solutions qui ne sont plus du tout appliquées parce qu'on écoute un peu aveuglément les médecins qui nous donnent que comme seul recours le chimique, eux-mêmes influencés par les lobbies pharmaceutiques. On n'a que ça comme solution, c'est pas vrai. Hein? Jusqu'à présent, avant que la médecine existe, on se nourrissait très bien avec des plantes. Avant, on avait de la sauge dans notre jardin, on avait du romarin, on avait beaucoup de plantes que l'on utilisait pour se soigner. La sauge, c'est un très bon anti-inflammatoire, un très bon produit pour la digestion. On a énormément de plantes, il faut que ça revienne. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour lutter contre l'inflammation? Pour lutter contre l'arthrose, il y a deux choses. La première, on enlève cette inflammation qui bombarde en permanence les articulations. La deuxième, on régénère le cartilage. Pour enlever l'inflammation, eh bien, on va le faire par le biais de l'alimentation. Donc, moi, je suis nutritionniste, on va parler aujourd'hui de nutrition. Ben, on va s'axer sur le fait de combattre l'inflammation par l'alimentation. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Dans un premier temps, équilibrer le terrain acide, équilibrer le pH du corps, enlever l'acidose, ça on va en parler, équilibrer son profil lipidique, on parlait de ça tout à l'heure, apporter des antioxydants et des vitamines, ça c'est très important pour lutter contre le vieillissement, en général, qu'il soit articulaire et autres, artériel, cellulaire en général. Et enfin, soigner son intestin, par lequel tout passe. Dernière chose, on régénère le cartilage. Ça ne sert à rien de refaire sa chambre si on ne l'a pas rangée derrière. Hein? On nettoie d'abord et on refait tout. Okay? Pour d'abord équilibrer le pH, lutter contre l'acidose. Alors, dans la nature, on a un pH qui donne l'acidité ou si un produit est acide ou s'il est alcalin. D'accord? Le jus de citron, c'est acide, mais dans le corps, ça se transforme en un produit alcalin. Donc là, la chose devient un peu plus compliquée. On va en parler et on va essayer d'éviter certaines idées reçues. Et François a un très bon exemple de son expérience. L'expérience, c'est-à-dire le pH, il faut savoir, le pH se mesure entre 0 et 14. Donc 0, c'est l'hyperacidité, 14, c'est basique. Donc au niveau des plantes, parce que moi j'ai été nutritionniste surtout dans le milieu rural, un sol ou une plante, elle va pouvoir puiser les éléments nutritifs sur un pH qui est entre 7,7,2, c'est l'idéal.
Si un sol est par exemple à 5,5, 5,6, 5,8, ça peut être moins 40, moins 50% de rendement. Pour l'être humain, c'est un peu la même chose. Le pH idéal, ça serait de se trouver 7, 7,2 dans l'alimentation. Et c'est là où Grégory me parlait un petit peu que nos aliments sont très souvent en majorité acides. On a de la peine à rééquilibrer un petit peu. Et c'est vraiment important. Et donc, moi également, je faisais de l'animation dans l'alimentation des bovins. Il est vrai qu'aujourd'hui, dans le milieu rural, on est plus en avance que pour l'être humain, c'est dommage. Et des bovins qui tombent en acidité, ça va jusqu'au décès du bovin. Et on va voir tout à l'heure les conséquences d'une acidité alimentaire, des conséquences qui peuvent être multiples, hein, que ce soit des cystites, affections urinaires, des douleurs, etc. Mais Grégory maîtrise très bien le sujet. Voilà. Oui, toute chose de la vie est soumise à un pH idéal. Le corps fonctionne avec une série d'enzymes qui fonctionnent, elles, à une température donnée. Donc pour nous c'est 37, et un pH donné. Le sang est à 7,4. Il peut monter à 7,6, il peut descendre à 7,2, mais pas beaucoup plus. Si on monte d'un point, on est mort. Si on descend d'un point, pareil. Aucune enzyme ne fonctionne. On fonctionne dans un tout petit créneau, là, hein. Donc le delta est très difficile à équilibrer. Le corps va toujours s'arranger pour garder le pH à 7,4. Mais la vie actuelle et l'alimentation nous tend toujours vers l'acidité. Et pour une plante comme pour un bovin, si le terrain est trop acide, il meurt. La plante meurt, l'être humain c'est pareil. Il va devoir combattre cette acidité par des systèmes tampons, c'est-à-dire qu'il va utiliser dans son propre patrimoine, dans son corps, des éléments, donc là c'est l'os, pour tamponner l'acidité. Donc on va parler d'acidose métabolique. C'est quoi? C'est ce qui est amené par notre vie. Le stress, la sédentarité, au contraire, le sport en excès, l'accumulation d'acide lactique. La sédentarité, c'est l'inverse, on ne s'oxygène pas assez, on n'évacue pas assez l'acide, parce qu'il y a deux types d'acides, les acides volatiles et les acides non volatiles. Les acides volatiles, c'est l'acide chlorhydrique que l'on va expirer. Tous les jours, on expire presque 1 litre d'acide chlorhydrique dans l'air. Donc c'est juste le fait de respirer qui permet d'évacuer les acides dits volatiles. Mais les acides non volatiles sont évacués par quel autre biais? Par les urines, hein, et par les selles, et par la transpiration. On n'arrivera pas toujours à tout évacuer, surtout si on crée, si on amène des choses pourvoyeurs d'acidité. L'alimentation est un gros pourvoyeur d'acidité si elle est déséquilibrée. Une alimentation trop riche en laitage, trop riche en sucreries, en soda, une alimentation trop pauvre en fruits et en légumes va tendre vers l'acidité. Les 3/4 de la population est en acidose. Et qu'est-ce qui se passe? Le corps va utiliser ce que je vous disais, les systèmes tampons. Les systèmes tampons, c'est l'os, c'est les tampons phosphocalciques. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire le corps pour tamponner cette acidose? Eh bien, il va prendre dans l'os le calcium, il va le balancer dans le sang pour tamponner cette acidité. Le calcium étant alcalin, eh bien, on va compenser en enlevant de l'os. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ostéoporose. Et on peut avoir d'un côté de l'ostéoporose et de l'autre de l'arthrose. Donc, trop de calcium d'un côté et pas assez de l'autre. Donc, on a un gros déséquilibre. Le pH, c'est très important, c'est la première chose à régler. On va passer. Quels sont les symptômes d'une hyperacidose? Ben là, on en a plein. Donc, on va parler d'arthrose, mais on a la goutte. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la goutte? C'est une arthropathie microcristalline. Ce sont des cristaux d'acide urique qui se forment dans les articulations. Ces cristaux, eh bien, en milieu acide, précipitent. Hein? Bon, on peut faire certaines expériences où on va mettre un liquide, et si le liquide devient acide, on met un élément dedans, et cet élément, au lieu de se dissoudre dans le liquide, à l'état liquide, il va se mettre à l'état cristallin, à l'état solide. Donc qu'est-ce qui se passe quand on a un grain de sable dans le rouage, dans l'articulation? Comme la goutte. Ceux qui ont des crises de goutte, ils le sentent. Hein. Le gros orteil, il monte là. Hein. Il chauffe. Hein. Eh bien, c'est plein de grains de sable là, dans l'articulation. Dès que vous bougez, vous ruginez,
vous raclez, hein, on rabote l'articulation avec tous ces petits microcristaux. C'est pareil pour les tendinites. C'est pareil pour les déchirures musculaires pour les sportifs. On voit ça souvent. Le tendon étant mal irrigué, ces cristaux formés par l'acidité en excès vont s'accumuler dans les tendons, vont entretenir une inflammation du tendon et à la longue vont créer des déchirures, des ruptures du tendon. Tendinite chronique. Calculs rénaux, pareil, précipitation de calcul de cristaux dans les reins. Cystite, cystalgie, la même chose au niveau des muqueuses. La muqueuse, c'est un élément très fragile qui est très fin, qui se renouvelle régulièrement. Une accumulation d'acidité crée des inflammations sur les muqueuses. Cystite, cystalgie, aphte, gingivite, hémorroïdes, ulcère gastrique, bronchite, sinusite, rhume. Ça, on en voit aussi beaucoup. Otite. Hein, tout ça, c'est assez fréquent de le voir dans un terrain acide. Alors voyons, qu'est-ce que c'est ce tableau? C'est le tableau des aliments, c'est un tableau très important. J'aimerais que vous focalisiez bien sur ce tableau. Les aliments d'un côté en rouge acidifiants, les aliments d'un côté en vert alcalinisants. Et vous allez voir le pouvoir alcalinisant d'un aliment, donc c'est tout ce qui est fruits et légumes, hein, en gros. Il est faible par rapport au pouvoir acidifiant. Vous voyez en bas là, des laitages. C'est une saloperie. Oui. Alors, pour l'acidité, légère, mais pas tant. Hein, le lait de chèvre et le lait de vache rentrent dans un aliment qui reste assez acide. Malgré si c'est du lait de chèvre ou du lait de vache. C'est mieux digéré, certes, hein, parce que beaucoup de gens le savent, hein, digèrent beaucoup mieux le lait de chèvre que le lait de vache, mais ça reste un élément très acide. Et le pire, en fait, c'est la protéine. La protéine, c'est un acide aminé, et l'acide aminé dans les laitages est un acide aminé très acidifiant. Donc le champion, hein, en termes d'acidité, c'est les fromages à pâte dure. Les fromages à fort taux de protéines. Le parmesan, c'est le champion. Vous voyez, hein? Et encore, la barre continuait jusque. Pardon? Gruyère également. Les fromages à pâte dure. Le camembert, ça peut aller. Il y a de l'eau dedans, en fait. Les autres fromages, mais les fromages à pâte dure, le pecorino, le parmesan, ces fromages qu'il faut casser, hein, qu'on ne coupe pas aussi facilement, c'est de la protéine concentrée, il n'y a plus d'eau dedans, c'est très sec, c'est un concentré d'acidité. Pourtant, ça n'a pas un goût acide. Il faut bien vous distinguer le goût acide, un citron par exemple, du potentiel d'acidité d'un aliment. Ce qui est curieux, c'est que dans tous ces aliments-là, donc là on va en parler maintenant, ce sont d'abord les fromages. Les œufs, un petit peu, c'est pas tant par rapport aux autres viandes. Le poulet, la dinde, pas mal. Le porc. Alors dans le porc, les charcuteries comme le salami et autres types de charcuterie, c'est au-dessus, hein. On arrive là. Donc charcuterie, le bœuf et notamment les abats. Très riche en protéines, le foie et tout ça. C'est bon pour d'autres choses, ça contient les vitamines, mais pas tous les jours. Hein, les saucisses, tout ça. Le poisson reste un peu moins acide, sauf la truite, qui est assez acide. Voilà. Le hareng, le cabillaud, les poissons blancs restent quand même moins acides. Ce sont des protéines qui restent beaucoup plus tolérées par le corps. Et enfin, les céréales, qui sont des protéines végétales. Mais le pouvoir acidifiant de des protéines végétales n'est pas si puissant que ça. Hein. Donc, manger des protéines végétales, beaucoup, et pour ceux qui sont dans un cas de terrain acide, manger plus des protéines végétales. Il nous en faut quand même des protéines. Et enfin, les moyens de lutter contre ça. Alors dans ça, on n'a pas mis les sodas, parce que les sodas, c'est... Alors si vous voulez nettoyer des outils, si vous voulez enlever la rouille d'un outil, hein, coca. Hein. Et jus d'orange en brique, hein, la même chose. Les jus d'orange en boîte, en brique, tout ça, c'est beaucoup plus acide que le coca. Mettez une craie dans un de ces liquides-là, hein, et revenez dans 5 minutes, il n'y a plus rien.
une pièce jaune là, rouillée, pas de problème, hein. Elle est nickel. L'acide phosphorique, c'est ce qu'il y a dans le coca. Hein. On peut dissoudre un corps entier là-dedans. Dans ce qui est des produits alcalinisants, ben on voit que leur potentiel est faible en plus de ça. Le champion, c'est les épinards, qui est 2 fois plus que du céleri, mais tout le reste, c'est pas grand-chose. Mais vous voyez, le kiwi, la cerise, l'orange entière, hein, pas le jus d'orange en brique, hein, l'orange entière. La fraise, ça a un goût acide. Le citron, il n'est pas, c'est dommage, parce qu'il est au niveau du kiwi. Il est au niveau du kiwi. Hein. La tomate, c'est pareil. C'est acide, mais en fait, dans le corps, c'est un acide carbonique, c'est-à-dire un acide faible, comparé aux acides forts, qui sont les acides chlorhydriques et acides sulfuriques. Un acide faible, dans le corps, se transforme, par des systèmes tampons, en base. Voilà. Donc, vous allez voir, on va voir d'ailleurs après, pour soigner l'acidité, le laboratoire utilise des citrates. Donc, on va voir ensuite. Voilà, avec des images, l'huile, hein, c'est 0, c'est neutre. Mais là, on attaque tous les produits acides. Le lait, ça va encore, c'est assez liquide, il y a beaucoup d'eau. Les yaourts, ça commence. Le pain, le poisson, puis les viandes rouges avec les charcuteries et tout. Hein. La feta, apparemment, c'est pas mal. Mais là, on est dans du lourd. Hein. Donc ces aliments-là, on les mesure avec ce qu'on appelle le PRAL. C'est un nom anglais qui permet de mesurer le potentiel d'acidité d'un aliment. Donc là, dans ce tableau, c'est pas la peine. C'est surtout pour dire que le café, c'est acide. Le thé trop infusé aussi, c'est acide, surtout les thés noirs. Hein, les choses comme les laitages, les produits industriels et tout ça, toujours trop acide. Les céréales comme le riz blanc, c'est assez acide aussi. Par contre, les riz complets, les riz sauvages, ça devient alcalin. Voilà. Hein, donc, misez toujours sur le plus naturel et le plus complet possible. D'accord? Après, les fromages de soja, je ne connais pas, hein, mais le lait de soja et les végétaux, pas de problème. Et ça contient aussi du calcium, hein, attention. Le thé vert, vous voyez, à l'inverse, ça va. Les tisanes, ça va. Le citron, les citronnades, ça va. La stevia, ça va. Les jus de légumes, les épinards frais, etc. Super. Tous les fruits, tous les légumes. Vous ne cherchez pas à vous embêter. Tous les fruits, tous les légumes, sauf les céréales. Le laboratoire Electril a une solution. Puisque malheureusement, on constate, pour mesurer l'acidité, on fait une bandelette urinaire. Après, je passe François, on utilise une bandelette urinaire. C'est très simple. Le matin, vous allez faire pipi, vous utilisez la deuxième urine du matin, d'accord, voire même la première. Là, la première, c'est très flagrant. Vous utilisez le deuxième jet de la première urine du matin. Je m'explique. Vous faites pipi un petit coup et à la fin, vous faites sur la bandelette. Vous mesurez votre pH. Si vous êtes en dessous de 7, vous avez un terrain acide. Toute la nuit, votre corps a déchargé l'acidité qui se retrouve dans la vessie, via les reins, hein, qui est éliminée très bien par les reins. Le rein fait très bien son travail, mais il se fatigue à faire ça. Eh bien, si le matin, vous êtes en dessous de 7, vous êtes en acidose. C'est mathématique. Si vous avez une alimentation très riche en végétaux et un corps qui élimine bien l'acidité, ça va. Très régulièrement, on le voit chez les sportifs, ou chez les gens sédentaires, ou chez les gens qui ont une alimentation très carnée, très riche en viande, peu de légumes, on constate toujours un terrain acide. Et avec Electril, on a développé une formule pour lutter contre l'acidité. Quand on a parlé d'Electril, alors il faut savoir qu'Electril existe, c'est donc Christian, le papa de Grégory, effectivement, qui m'a demandé, je le connaissais, il m'a dit j'aimerais connaître un laboratoire qui serait capable de m'accompagner par rapport à ma connaissance des compléments nutritionnels et puis des formules. C'est simplement pour vous dire que donc aujourd'hui, c'est donc le papa de Christian qui est le formulateur et on accompagne par rapport à son cahier des charges. Voilà. Donc, moi, c'était important pour moi, non pas de faire ce qu'on appelle business pour business, mais vraiment d'avoir des produits qui correspondent à un besoin du corps humain.
Voilà. Je remercie Christian et Grégory justement pour toute cette demande et puis toute cette compétence qu'il y a derrière. Merci François. Donc, le pH control, c'est un produit qui est très simple, puisqu'il permet de rééquilibrer ces éventuelles déficiences, ces éventuels problèmes d'acidose qu'on n'arrive pas à réguler complètement par l'alimentation. Hein, et ça permet de tamponner ce que le corps fait un peu trop. Surtout quand on est dans des problèmes d'ostéoporose. Si on n'a pas le temps de parler d'ostéoporose, excusez-moi d'avance, mais retenez bien que justement dans l'ostéoporose, on va démobiliser, enlever le calcium des os pour tamponner l'acidité amenée par l'alimentation et autres. D'accord ? Donc, pour lutter contre ça, on utilise, comme je vous disais, des citrates. Le citrate de magnésium, qui lutte aussi très bien contre l'acidité gastrique et aussi qui apporte du magnésium dans le corps. C'est la forme de magnésium, l'une des formes de magnésium les plus assimilables dans le corps. Donc il y a un double emploi. Si vous manquez de magnésium, ce qui est très souvent le cas, eh bien, on peut utiliser aussi ce produit-là pour redresser son taux de magnésium et en même temps lutter contre l'acidité. On fait un double emploi. Citrate de potassium, pareil, anti-lithiasique, donc ça calcule, hein, ça empêche de précipiter ces fameux calculs. Le citrate de calcium et l'alfalfa. L'alfalfa, c'est une plante très alcalinisante, avec, donc en extrait naturel, concentré, un pouvoir très alcalinisant. D'accord ? Deuxième pilier de l'inflammation, de la lutte contre l'inflammation, le profil lipidique. Qu'est-ce qui va entretenir l'inflammation aussi, en plus de l'acidose? C'est une mauvaise alimentation au niveau des lipides. Beaucoup de gens veulent maigrir, ils arrêtent le gras, tout faux. Pour maigrir, il faut arrêter le sucre. Voilà, ça il faut que vous le reteniez en aparté. Hein, les indices glycémiques élevés, vous les enlevez. D'accord? Par contre, pour maigrir le gras, ça ne sert à rien de l'enlever. Au contraire, pour bien maigrir, il faut manger du bon gras. Quel genre de bon gras on a le droit de manger? Et quel genre de bon gras? De mauvais gras, il faut enlever dans l'alimentation. Ce qu'on entend par acide gras saturé, acide gras trans, tout ça c'est pro-inflammatoire, c'est industriel. Les graisses animales trop cuites, le beurre, les crèmes, les produits laitiers, trop cuits. Les charcuteries, les huiles hydrogénées, c'est ce qu'on retrouve uniquement dans l'alimentation industrielle. Ça va créer des acides gras trans, cancérigènes, pro-inflammatoires. Les huiles de palme. Alors l'huile de palme, c'est une catastrophe, ça tue la planète, et c'est une huile qui est, d'un point de vue nutritionnel, très mauvaise. Par contre, ça se vend bien, c'est facile à faire. On déforeste l'Amazonie pour en fabriquer, on envoie ça par cargo entier en Europe. On fabrique énormément de produits à base d'huile de palme. Quand vous regardiez à l'époque, maintenant ils n'ont plus le droit, mais sur les étiquettes des produits, il y avait marqué huile végétale hydrogénée. Huile de palme hydrogénée, battue avec de la lécithine de soja au mieux. Hein. Tout ça, ça transforme les acides gras 6 en acides gras trans. Ce sont des acides gras complètement antinaturels, on ne retrouve pas ça dans la nature. Et on fait donc on crée de l'aliment, on fait de l'inflammation, on rajoute de l'huile sur le feu. C'est l'huile qu'on rajoute sur le feu. Ça. C'est que la plupart des galettes et autres gâteaux bio sont faits avec de l'huile de palme. L'huile de palme. Alors oui, très bonne, bien, c'est bon que je voulais en parler. Méfiez-vous des produits industriels, quels qu'ils soient, même s'ils sont bio, regardez les étiquettes. Ça reste quand même de l'huile de palme, même si l'huile de palme bio, même si c'est des cultures de palme qui ne détruisent pas l'Amazonie, hein, on reste quand même dans l'huile de palme, très mauvaise huile. Remplacez ça par l'huile de colza et vous changez toute la donne. Qu'est-ce qu'on va faire pour ça justement? On va augmenter, alors ça c'est tout ce qui est acide gras saturé et trans, donc en gros supprimer les aliments industriels. Hein. Autre chose,
Donc ça, ce sont les acides gras trans, les acides gras saturés. Et bien on va parler des acides gras polyinsaturés. On dit que les acides gras polyinsaturés sont bons pour la santé, on ne sait pas pourquoi. Un acide gras, en fait, c'est comme un hydrocarbure. Un feutre ou pas? Un feutre, non, c'est pas grave. Un acide gras, c'est comme un collier de perles. Et quand il est saturé, c'est un collier de perles monobrun. On n'a qu'un brin entre chaque perle. Un acide gras polyinsaturé, eh bien à certains étages de ce collier, au lieu d'avoir un brin, il y en a deux. Ça va conférer à cette molécule une souplesse particulière et une propriété chimique qui va être anti-inflammatoire. Ah, ils sont là. Qui va être anti-inflammatoire et qui va favoriser les échanges entre les cellules. Hop. Hop. Voilà. Alors, on voit rien, on voit rien. Je vous montre rapidement. Ah ouais, on voit rien. Ouais, Grégory. Désolé si on voit on voit rien. Désolé. Alors, je vous montre. Bon, le feu ne marche pas bien. En gros, ce sont ces perles, les chaînes de carbone. Je vais voir si j'ai un autre truc. C'est avec du noir, ça va être. Hier, c'était comme ça hier soir. Ah bon bah ok, d'accord. Autant pour moi. C'est pas grave. Je vais vous le dire à l'oral, hein. C'est ce que je vous disais justement sur les colliers de perles monobrun et double brin. Donc ça c'est une perle, hein, c'est du carbone qui est attaché à un copain à lui du carbone, du carbone, du carbone. Entre les deux, il y a un lien. Ça c'est un acide gras saturé. Il n'y a qu'un seul lien entre les deux chaînes de carbone. Quand on a un acide gras polyinsaturé, on a de temps en temps deux brins. Donc on a les oméga 3 et les oméga 6. Oméga 3, c'est à partir de la troisième, on a un double brin. Oméga 6, c'est à partir de la sixième. Pas plus compliqué que ça. Ce double brin, comme je vous disais, confère une propriété de fluidité à cette chaîne de carbone. Et cette fluidité, les cellules de notre corps, la membrane d'une cellule de notre corps, c'est de l'huile. D'accord? C'est de l'huile qui va séparer le milieu extérieur du milieu intérieur de la cellule. D'accord? Pour séparer ça, on met de l'huile. C'est très facile, c'est hydrophobe. Hein. Eh bien, si on a des acides gras saturés, on va avoir une membrane rigide, cassante. Si on a des acides gras insaturés, on va avoir une membrane souple. Une membrane souple pour une cellule, c'est super. Ça va faciliter son passage, par exemple pour les globules rouges, qui font 6 microns de diamètre, mais les artérioles, les petits vaisseaux, les capillaires, eux en font que 3. Comment le globule rouge peut passer là-dedans pour irriguer les tissus? Il se plie. Hein? Donc pour se plier, il a besoin d'une membrane souple. Si on a des acides gras saturés, il ne passe pas bien. Si on a des acides gras polyinsaturés, on a une membrane souple, le globule rouge va mieux passer dans les capillaires. C'est la même chose pour toutes les cellules du corps. Une membrane souple confère à la cellule un échange plus facile avec les autres cellules et aussi des propriétés anti-inflammatoires. On va aussi voir pourquoi. Dans les acides gras polyinsaturés dont je vous parlais, on a les oméga 3 et les oméga 6. Quand ces deux polyinsaturés sont équilibrés par notre alimentation, tout va bien. Quand c'est déséquilibré, on se retrouve avec trop d'oméga 6. Et pourquoi l'alimentation encore industrielle? L'huile de maïs, l'huile de tournesol, l'huile de pépins de raisin, l'huile d'arachide, les viandes et les produits laitiers contiennent des acides gras polyinsaturés, mais de la chaîne 6. Et là, on en a beaucoup trop. Par contre, les oméga 3, c'est quoi? L'huile de lin, l'huile de colza, l'huile de noix, l'huile de cameline, l'huile de poisson. Qui en prend? Peu. Voilà, 2, 3. C'est bien, voilà, parce qu'on a des gens qui sont intéressés. Là, je prêche des convertis.
Bon, tant mieux, merci. Mais ces huiles du dessus, là, l'huile de tournesol, tout le monde en avait dans la cuisine. Alors, ceux qui ont levé le doigt, peut-être maintenant le savent. L'huile d'olive, c'est ni oméga 3 ni oméga 6, ce sont des oméga 9. C'est assez particulier. On dit que l'huile d'olive c'est bon, mais c'est une bonne huile, hein, bien sûr, mais encore faut-il qu'elle soit de bonne qualité. L'huile d'olive un peu espagnole, c'est pas toujours très bonne qualité. Hein. Et donc une bonne huile d'olive, ça coûte cher au litre. Hein. C'est au moins 20 € le litre, au moins. Hein. Voilà. Avec l'huile d'olive, il faut faire très attention, il faut qu'elle soit marquée. Et ça, on obtient d'un moulin primé. Il faut qu'il soit marqué extraction mécanique. Donc, oui, à froid. Mais surtout, parce que l'histoire que les huiles vierges et tout ça, c'est du flan. Parce qu'il faut vraiment que ce soit une extraction mécanique, parce que dans les huiles, même vierges ou même à froid, on peut mettre du benzène. Ouais, c'est ça, c'est un solvant. Donc, il faut que ce soit uniquement, et c'est spécifié sur la bouteille. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Quand on a du cholestérol. Alors, pour le cholestérol, on va en parler après, si vous voulez bien. Hein, parce que là, c'est un sujet très long, c'est 2 heures. Hein. Donc, on en parlera après. Le cholestérol, c'est pas si grave, c'est l'oxydation du cholestérol. Ça, c'est encore autre chose. Bon, on verra. Donc, comme disait monsieur, première pression à froid, une meule en pierre, ça suffit pour extraire de l'huile d'un fruit quel qu'il soit, pas plus. Pas du benzène, pas des solvants, pas de solvants chimiques. Donc l'équilibre oméga 6 et oméga 3 est important dans le vieillissement et dans l'inflammation. Comme je vous disais tout à l'heure, des oméga 6, on en mange trop. Et à l'époque, c'était bien, on avait 1 pour 1 à peu près. Si on prend les populations aborigènes, les aborigènes, eux, qui se nourrissent encore à peu près comme avant, comme nous, hein, avant qu'on soit des sédentaires, ils avaient un oméga 3 pour ils ont un oméga 3 pour un oméga 6 à peu près. Ce qui fait qu'on constate chez eux très peu de maladies inflammatoires, très peu de maladies auto-immunes, très peu de problèmes cardiaques. Alors eux, ils meurent d'autres choses, hein, c'est les infections, etc. Donc eux, et d'alcool. Mais ceux qui n'ont pas trop vu de blanc, disons ceux qui n'ont pas été influencés par la nourriture occidentale, eh bien, ils ont un profil lipidique qui est parfait. Ils n'ont pas d'hypertension artérielle, pas trop. Même chez les Inuits, hein, qui mangent que de la graisse animale, hein. Mais c'est de la graisse de phoque, de la graisse de baleine, tout ça, ils n'ont pas tant de problèmes que ça. Là, nous, ça c'est un profil d'un Français moyen, et je ne parle pas d'un Américain moyen. Hein. Là, on a tout ça d'oméga 6, pour ça d'oméga 3 dans notre alimentation. Hein, on a 30 à 50 oméga 6 pour un oméga 3. Vous voyez les équilibres que ça fait. Là, c'est un petit peu compliqué, mais d'un côté, vous avez les oméga 6, à gauche, à droite, vous avez les oméga 3. Alors, les oméga 6, donc comme on disait tout à l'heure, l'huile de tournesol, l'huile d'arachide, l'huile de pépins de raisin, l'huile de maïs, vont entraîner des chaînes de réaction dans notre corps qui vont aboutir à la fabrication, donc là on arrive au bout de la chaîne, d'acide arachidonique. C'est un acide qui va favoriser les prostaglandines de type 2, c'est-à-dire les prostaglandines, ce sont des molécules pro-inflammatoires qui favorisent l'inflammation. Certains oméga 6 sont bons, l'huile d'onagre, l'huile de bourrache, l'huile de cassis, ce que personne ne veut. Par contre, la viande, produits laitiers, l'huile de tournesol, l'huile d'arachide, ça y va. Hein, et l'huile de pépins de raisin aussi. Par contre, dans les oméga 3, qu'est-ce qu'on a? L'huile de colza, l'huile de noix, l'huile de kiwi, l'huile de cameline, l'huile de cassis, et il n'y a pas l'huile de lin, mais l'huile de lin, c'est super. Ça, ce sont les huiles végétales. Ensuite, on a les huiles animales, qui sont là. EPA, DHA, si vous avez déjà entendu parler de ça, ce sont les acides gras à longue chaîne. Eh bien, c'est apporté que par les poissons. Il n'y a que les poissons, dans leur foie, ont la désaturase, la delta-6 désaturase, bref, qui permet de fabriquer des oméga 3 à partir de ce qu'ils mangent. Nous, on ne sait pas le faire. C'est pour ça qu'il faut manger du poisson. Mais alors, du poisson, lequel? Le foie.
Les gros poissons qui sont en haut de la chaîne alimentaire vont se nourrir eux-mêmes des petits poissons, qui se nourrissent eux-mêmes des petits poissons, et on accumule une quantité considérable de mercure, de cadmium, et dans le foie d'un requin, on a une pile de 6 volts. Là, hein. Donc un requin, c'est une pile à patates, quoi, hein. C'est une vraie pile, quoi. Hein. Voilà, bon, je mange pas trop de requins. De la sardine, du flétan, du maquereau, ce sont des petits poissons. Et là, on est dans le bas de la chaîne alimentaire. Ils n'ont pas accumulé cette quantité de métaux lourds. Et enfin, les poissons de mer froide. D'accord? Donc, sardines, flétan, maquereau, etc. Le saumon d'élevage de Norvège, là, laissez tomber. Hein. Ils sont nourris avec la même chose qu'on nourrit des bœufs et tout ça. Et encore, c'est de la très mauvaise chose. Là. Donc, on est ce qu'on mange. Hein. On est ce qu'on mange. Si vous mangez du porc, que vous ayez du porc de mauvaise qualité, c'est parce qu'il a mangé des mauvaises choses. On peut avoir du très bon porc. Le porc ibérique, par exemple, c'est un porc qui a une viande noire. Il se nourrit énormément de glands, de châtaignes, etc. La viande est noire. C'est du bon porc. Il se nourrit de bonnes choses. À la rigueur, dedans, c'est de la viande maigre, presque. Hein. Si on enlève le gras, on a des oméga 3 presque dedans. Il y a des filières qu'on appelle les filières bleu-blanc-cœur, filières oméga 3, qui nourrissent leur viande avec de la graine de lin, par exemple. Hein. Donc, il y a eu quelques dérives avec ça, mais une viande bien nourrie, hein, a un profil lipidique idéal, comme nous. Hein. Considérons-nous comme de la viande, et ce que l'on mange s'imprime dans notre tissu. Donc là, on a passé au crible quelques huiles. On ne va pas trop détailler, on va surtout détailler le profil oméga 6, oméga 3, hein, le rapport des deux. L'huile de tournesol, c'est 124, oméga 6 pour 1 oméga 3. L'huile de maïs, 59. Pépins de raisin, 43. Arachide, 42. Isio, 4. 39. Allez, 28 pour l'olive. On commence à descendre un petit peu. L'huile de soja, c'est bien, on est à 8. L'huile de noix, 5,2. Prime vert, 4,5. Colza, 2. Génial. Faites la cuisine à l'huile de colza. Cuisez à l'huile de colza. Assaisonnez à l'huile de colza, à l'huile de noix, à l'huile de lin. Ne cuisez pas l'huile de lin ni l'huile de noix. Utilisez que l'huile de colza et de cameline pour la cuisson. Ne la montez jamais à plus de 180 degrés, sinon elle fume. Une huile qui fume, c'est une huile foutue. Une huile qui contient des acides gras polyinsaturés, si elle est trop chauffée, devient plus toxique que du beurre. Donc chauffez vos aliments à température basse. Pas au-dessus de 120 degrés au moins. La solution, comme on parlait des petits poissons des mers froides, ces poissons-là se nourrissent eux-mêmes de plancton, de petites crevettes aussi. Et les petites crevettes, ce sont la nourriture principale des baleines à fanon, c'est le krill. Et le krill, c'est ce qui contient l'oméga 3 de meilleure qualité qu'il soit. Parce que pas de métaux lourds, parce qu'en plus de ces oméga 3 contenus dedans, il y a des antioxydants. Une crevette, un krill, c'est orangé comme couleur. Cet antioxydant qu'on appelle l'astaxanthine est présent dans son huile. Et pour la faire, c'est très compliqué. François va vous en parler. Alors, je vais surtout vous dire qu'au niveau du laboratoire, on a privilégié l'huile de krill. La raison, c'est le produit le moins sale de la planète, puisque c'est le début de la chaîne de la vie. On sait que c'est le produit le plus riche en oméga 3. Et en quelques mots, je vais vous dire, donc, ce sont les Canadiens qui nous font la pêche. Donc c'est pêché en Antarctique entre 200 et 300 mètres de profondeur, congelé sur le bateau en bac de 20 kg. Il faut savoir que le krill qu'on prend, c'est la première extraction à froid. Ce bac, ce poêle de 20 kg, c'est une pression à froid. 20 kg de krill, la première pression, c'est 1 litre d'huile de krill. Alors certainement le meilleur produit, il a un petit handicap, c'est pas forcément le moins cher du marché. Voilà. Mais en qualité, ça arrive là-bas. Alors que les huiles de poisson, qui sont souvent bourrés de métaux lourds, n'ont pas du tout le même résultat, vous n'aurez jamais effectivement la même qualité. Il en va de même pour le procédé d'extraction, toujours pareil, hein. Un poisson comme un fruit, ça se presse de la même manière. C'est mécanique. Si on utilise un solvant, c'est la même chose, hein. On altère la qualité de l'huile. Dans les oméga 3 contenus dans l'huile de krill, on va prévenir beaucoup de maladies.
on va prévenir les maladies inflammatoires, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, mais aussi les maladies dégénératives, on lutte contre le cancer, on lutte contre l'adipogénèse, hein, ça permet aussi d'éviter de grossir, d'accord? Et on va aussi favoriser les performances cognitives et cérébrales, parce que le poids du cerveau, c'est les 3/4, c'est de ça, oméga 3, DHA, ce qu'on appelle l'acide cervonique, l'acide gras du cerveau. Donc le lubrifiant du cerveau, c'est les oméga 3. Pour de bonnes performances cognitives, une bonne vue, une bonne réflexion, une concentration, une bonne mémoire, utilisez les oméga 3. La graisse, je voulais faire un petit rapport avec l'inflammation et l'adipogénèse, c'est-à-dire la fabrication de gras chez nous. Quand on est en obésité, on a une adipogénèse qui est permanente. L'excès de gras va fabriquer une molécule pro-inflammatoire. Donc en plus du surpoids appliqué aux articulations en cas d'obésité, on va en plus avoir on va entretenir une inflammation constante. Donc un double problème dans l'articulation. D'où l'intérêt de l'alimentation saine dans l'arthrose. La composition donc, de l'huile de krill, il y en a 1 gramme c'est 1 gramme pour 3 gélules, pour 2 gélules, dont en oméga 3, 250 mg, et aussi d'autres éléments qu'on n'a pas dans l'huile de poisson de mer froide même, c'est les phospholipides d'un côté qui favorisent le transport des oméga 3 dans la membrane. Encore faut-il, quand on apporte des oméga 3, qu'ils puissent s'intégrer dans notre corps, les phospholipides en assurent cette fonction. L'astaxanthine qui est aussi un antioxydant qui permet de protéger cette double liaison dont on parlait tout à l'heure, qui est une liaison qui saute facilement à la température, à la chaleur, à l'oxygène, aux ultraviolets. Donc l'astaxanthine permet de stabiliser ça. Au même titre que dans certaines huiles, on a la vitamine E, qui est un antioxydant qui protège les huiles. Le krill est très riche en vitamine E. Et le krill dedans, alors je ne l'ai pas marqué, mais il y a aussi énormément de vitamine E dans le krill. Donc vous avez un produit complet là-dedans. Maintenant, l'équilibre intestinal. Donc le rapport entre l'intestin et l'arthrose, il est un peu compliqué, mais c'est toujours sur le même principe, c'est sur l'inflammation. Dans l'intestin, on va avoir un contenu et un contenant. Le contenant, c'est le tube digestif. Le contenu, ce sont les bactéries qui vivent dedans. On a plus de bactéries qui vivent dans notre système digestif que de cellules de notre corps à nous. La bactérie est toute petite. On abrite dans notre système digestif des colonies énormes de bactéries. Ces bactéries-là ont plusieurs fonctions, nous aider à digérer et protéger notre système digestif contre les mauvaises bactéries d'une part et contre les mauvais éléments d'autre part, les éléments toxiques. Il y a aussi dans le système digestif contenu plus des 3/4 de notre système immunitaire, ce qui est logique, parce que l'on va manger, on a la douane immédiatement après qui surveille si ce que l'on mange est bon ou pas pour notre corps. Donc les 3/4 de l'immunité du corps, c'est dans le système digestif qu'elle se loge. Si vous voulez avoir un bon système immunitaire, si vous voulez préparer votre corps à l'hiver, si vous voulez éviter les inflammations, si vous voulez éviter les allergies, les inflammations chroniques, en plus d'un bon profil lipidique et en plus d'un pH optimal, il faut soigner son intestin. Certains aliments favorisent l'inflammation, dont on parlait tout à l'heure, les acides gras trans, les acides gras saturés, favorisent l'inflammation au niveau digestif. Mais pas que. On va parler aussi un peu plus tard, du gluten et du lait. Donc du blé et des laitages. Ça, on va en parler après. Il y a aussi donc une superficie de 300 mètres carrés, c'est presque la salle, avec les murs en superficie. On prend un intestin, on le déplie. On a ça comme surface d'échange. Ça fait beaucoup. Hein. C'est un terrain de handball. 100 millions de neurones et des neuromédiateurs. Donc ça, c'est en rapport avec le cerveau. C'est pas le sujet d'aujourd'hui.
Alors là, détaillé à la coupe, on voit pas très bien, mais juste pour simplifier, voici la forme d'un système digestif. Comment on peut avoir une surface grande comme un terrain de handball dans un abdomen? C'est uniquement par le fait que le système digestif est crinelé. Il est plein de petits vallons, ce qui augmente la surface digestive, la surface d'échange. Mais c'est une seule couche de cellules. C'est très fin, c'est plus fin que du papier à cigarette. Cette couche de cellules, elle contient quoi? Les entérocytes, donc les cellules de notre système à nous, des bactéries, qui sont des bactéries que l'on a depuis la naissance, que l'on récupère déjà quand on naît, par l'air, hein, par le col vaginal en descendant et par l'allaitement. Donc aussi les enfants qui naissent par césarienne, qui ne sont pas allaités, peuvent avoir des problèmes de déséquilibre de leur flore bactérienne. Et le système immunitaire, logé dans des plaques qu'on appelle les plaques de Peille. Lui, c'est le douanier. Tout ce qu'on va lui apporter là-dedans passe par un check, un contrôle de douane. Si l'élément n'est pas bon, lui, il va le tuer immédiatement. Mais pour le tuer, il va déclencher un processus inflammatoire. Donc, vous allez vite comprendre que si on amène à notre corps des produits pro-inflammatoires, on va sursolliciter le douanier et on va lui donner trop de travail. Le douanier, il a deux manières de tuer un étranger. Alors, je ne fais pas de rapport avec nous, hein, mais je fais rapport avec le système digestif. Il a deux manières. Soit c'est un sniper, il lui met une balle entre les deux yeux, soit c'est un bourrin, il prend un lance-flamme et il crame tout. Donc, c'est la méthode qu'utilisaient les Américains au Vietnam, hein, qui brûlaient tout au napalm. C'est la même chose. Une réaction humorale, donc une réaction immunitaire excessive, donc une inflammation chronique, c'est ça. On brûle tout au lance-flamme. On brûle l'étranger qui est caché dans une forêt, et ben on va brûler tous les arbres avec. Donc vous imaginez bien le tort que ça va causer chez nous pour se séparer d'un étranger, qui revient en permanence parce que c'est nous qui ouvrons la porte pour qu'il vienne. D'accord? Donc c'est un peu couillon, mais on ne le sait pas. On ne sait pas ce qu'on mange, on ne sait pas ce qui est pro-inflammatoire, ce qui ne l'est pas. Avant, quand on vivait dans la nature, on le savait. Là, les aliments industriels faussent la donne. Donc là, je voulais qu'on parle justement de ces fameux étrangers, ces fameux aliments qui entretiennent l'inflammation en permanence. Le gluten, d'une part, le lait, d'autre part. Le gluten, alors, il y a 30 000 ans, quand même, est devenu sédentaire et qu'il est devenu un agriculteur-éleveur. Il a développé une forte consommation de céréales. Ce que l'on n'avait pas, on mangeait un peu de céréales, mais pas tant que ça. En 30 000 ans, on a multiplié par 50 la consommation de céréales. Pourquoi? Parce que c'est facile, ça se conserve, ça passe l'hiver, encore bien conservé. Mais le blé, à l'époque, contenait un certain nombre de chromosomes. On avait 3 variétés, l'épeautre, l'herbe folle et la gynops. Maintenant, on a croisé les blés entre eux pour faire des blés calibrés à la bonne hauteur, pour que les tracteurs puissent passer facilement. Des blés qui contiennent énormément de gluten pour que les brioches soient bien gonflées. Le gluten, c'est ce qui donne la trame dans un pain. Des brioches industrielles bien gonflées, là. Ça, c'est bourré de gluten, c'est génial. Ça fait une belle brioche, c'est magnifique. C'est plein de gluten. Ce gluten-là, à l'époque, il n'était pas dangereux, il n'était pas si mauvais. Mais multiplié par 100, 200 dans les nouveaux blés, eh ben, on se retrouve avec des étrangers en masse qui arrivent dans notre corps, des éléments pro-inflammatoires. Le gluten va faciliter la sécrétion d'une hormone appelée la zonuline, et la zonuline va favoriser l'inflammation digestive. L'inflammation digestive va elle-même engendrer un dysmicrobisme, un problème des microbes, donc de la flore intestinale, et aussi va engendrer un problème de la muqueuse, va détruire les jonctions entre les cellules. Non, on va garder cette page. Le blé va être très très mauvais donc pour le système digestif. On peut en manger de temps en temps, mais pas trop. Prenez aussi des variétés anciennes. Le pain blanc, la farine blanche, le seigle, l'épeautre, le sarrasin, la châtaigne, voilà, le camut. Ce sont des variétés très intéressantes. Le froment,
ce qu'on a la plupart du temps, farine de froment, c'est très mauvais. Alors les ingénieurs se sont débrouillés, et ils l'ont très bien fait, pour faire des blés qui produisent un gluten, un fort taux de gluten. On mesure ça, on met la pâte sur un souffleur, on fait un ballon avec. Une farine qui a un faible taux de gluten, ça fait un ballon qui éclate vite. Une farine qui a un fort taux de gluten, ce qui intéresse les industriels, c'est un gros ballon, comme ça fait une belle brioche, c'est magnifique. Le lait de vache maintenant. Pareil, le lait, comme disait une vieille ostéo qu'on avait à l'époque, elle disait le lait c'est un excellent aliment pour le veau. Pour nous. D'ailleurs, les Chinois, ils se moquent de nous quand on nous voit boire du lait. Ils nous voient, c'est un peu le rapport avec la mer. Il y a un problème avec les Occidentaux et le lait. On ne peut pas déconnecter de la mamelle de notre mère, je ne sais pas. Le lait, c'est pas bon. C'était un très bon aliment à l'époque après-guerre, parce que ça corrigeait beaucoup de carences. Sauf qu'il est tellement chargé, c'est tellement riche. Ça nourrit un bébé, ça prend 1 kilo en quelques semaines. Donc imaginez, nous, ça sert à rien. Et le lait, pour un veau, c'est censé faire prendre plus de 100 kilos à un veau en un an, c'est ça? Plus que ça, 200, 300 kilos. Les hormones qu'il y a dedans, on n'est pas fait pour ça. D'ailleurs, on fait un beau cerveau de veau avec du lait. Parce que le veau, il développe son poids corporel, alors qu'un bébé, la première chose qu'il développe, c'est pas tant son poids corporel, c'est son cerveau, c'est sa tête. Parce que quand un bébé humain naît, il est plus bête qu'un singe. Parce que le bassin d'une femme bipède est trop étroit pour faire passer une tête. Donc les têtes des bébés humains sont plus fines, plus petites que les têtes des bébés singes qui déjà, une fois nés, sont plus débrouillards que nous. Nous, ça demande du temps pour que le cerveau se développe. C'est à la sortie. Donc à la sortie, le cerveau demande énormément d'énergie, énormément de gras, énormément de choses. Le lait maternel marche bien pour ça. Pas le laitage. Un cerveau de veau. La pasteurisation maintenant détruit certaines enzymes qui permettaient justement de mieux tolérer le lait, la lactase. Les humains adultes n'ont plus cette enzyme-là. La bêta-galactosidase, on l'a plus pour digérer. Donc tout ça entretient une inflammation digestive, encore une fois. On l'a vu avec les aliments acides, on l'a vu avec les lipides de mauvaise qualité. Maintenant, on le voit avec ces aliments-là qui entretiennent une inflammation digestive, qui sursollicitent les douanes. Eh bien, ça va créer ce qu'on appelle un dysmicrobisme, donc une altération de la flore, donc le contenu, et l'hyperperméabilité intestinale, une disjonction entre les cellules, le contenant. Ça va faire une inflammation. Cette inflammation va se répercuter immédiatement par une symptomatologie digestive. Diarrhée, surconsommation de lait, les gens font des diarrhées, nausées, ou des problèmes digestifs, maux de ventre, spasmes, colites. Et des symptomatologies extra-digestives. Là, c'est moins évident parce que ça arrive à distance. Il y a une inertie là-dedans. Le lait passe dans le corps, la caséine passe dans le corps, le gluten passe dans le corps et entretient une inflammation, mais après sur toutes les structures de notre corps. Mais ça arrive à distance. Et ça, on a du mal à comprendre comment on peut avoir une migraine le lendemain d'une ingestion forte de lait ou de gluten. On se dit, c'est une migraine. Et bien parfois, posez-vous la question de qu'est-ce que vous avez mangé la veille. Alors ça arrive des fois avec 3-4 jours de distance, donc c'est très dur à évaluer. Mais le problème se répercute un peu partout. Dans les muscles, au niveau des tendons, déchirures, etc. Ce sont les mêmes symptomatologies que l'acidose. C'est pour ça que c'est assez compliqué à discerner. Mais c'est la même chose, c'est lié à une inflammation. Les muscles, les articulations, donc l'arthrose, les arthrites, le cerveau. En plus, le gluten a une similitude avec la morphine, ce qu'on appelle la glutéomorphine. On est un peu dépendant à ça après. Les poumons, donc tout ce qui va être asthme, allergie, problème ORL, la peau, eczéma, psoriasis. Pour ceux qui ont du psoriasis, arrêtez le gluten pendant 2 mois. Vous allez voir, les plaques diminuent considérablement. C'est la même chose avec le lait. Donc immunologique, c'est tout ça. Auto-immun. Donc la solution est l'ICRI. Eh bien, on va réparer d'une part, comme je vous avais dit, le contenant, d'autre part, le contenu. Avec l'ICRI, on a développé une formule à 2 objectifs. Le premier,
un cicatrisant intestinal à base de ciment de ces jonctions entre les cellules, la glutamine, le zinc. Éventuellement, on a d'autres éléments comme la vitamine D qui intervient dans le système immunitaire et dans l'inflammation. La chlorophylle, il y a aussi un pouvoir antioxydant, anti-inflammatoire, et le zinc qui est utile avec la glutamine pour refaire les jonctions. François, si tu as quelque chose à dire? Après. La deuxième formule, c'est le contenu, donc les bactéries. On rééquilibre les souches bactériennes. On va leur donner des souches de probiotiques, des bactéries qui sont encore vivantes avec nous, puisque c'est gardé au frais. Et on va contribuer justement au remplissage du système digestif, d'accord, donc le contenu, hein, et on va amener des bonnes bactéries. Voilà, pour intervenir effectivement sur ce qu'on appelle nous le cicatrisant intestinal, donc c'est vraiment renforcer donc, cet intestin. Je prends souvent un exemple, on met des rustines flash-en-vert, voilà, on bouge les tétros. Et pour le probiotique, je vous donne une information, les probiotiques sont des bactéries vivantes. Ça se conserve au frais et vous achetez ça toujours dans un rayon frais. Bien que certains laboratoires disent que ce n'est pas utile, c'est totalement faux. C'est la montée en température qui détruit les bactéries. 2 jours, 3 jours à 20 degrés, il n'y a presque plus rien. C'est vrai que les produits sont relativement chers, donc autant conserver le maximum de propriétés. Mais pensez bien aux probiotiques, toujours conserver au frais et sortir d'un rayon frais quand vous achetez. C'est vraiment important. En 48 heures, une bactérie probiotique à l'air libre, elle est morte. Donc il faut la garder au frais en dessous de 15 degrés pour la garder vivante. Elle ne peut rester vivante à température, à haute température que si elle est dans le ventre, avec des amis à elle, avec de la nourriture pour elle, des prébiotiques, ce qui permet l'entretien de colonies de bonnes bactéries. Ce qui va, je voulais juste faire une aparté, ce qui va bousiller la flore intestinale, c'est l'antibiothérapie. Pendant 1 mois, vous allez altérer la muqueuse et altérer la flore. La corticothérapie aussi. L'alcool, cigarettes, pollution, mauvaise alimentation. Pauvre en fibres, pauvre en légumes, en fruits, donc, pauvre en vitamines. Trop de café, trop d'anti-inflammatoires. Trop d'anti-inflammatoires, on va prendre de l'oméprazole pour tamponner l'estomac, pour éviter de fabriquer de l'acide chlorhydrique. Mais l'acide chlorhydrique est utile pour tuer les bactéries, les mauvaises bactéries. C'est la première douane, c'est de l'acide. Si on prend de l'oméprazole, on n'a plus d'acidité. On fait une hypochloridrique. De là va aboutir d'autres problèmes, d'autres conséquences. Donc la prise anti-inflammatoire associée à l'oméprazole, ça fait un bazar pas possible au système digestif. Associez ça à une prise de 3, 4 mois, 5 mois, et vous avez des gros problèmes derrière. Voilà pourquoi par l'alimentation, on peut limiter la prise d'anti-inflammatoires, voire même la supprimer, grâce à un équilibre alimentaire. Maintenant, on va passer au dernier chapitre, c'est le chapitre des antioxydants. Lors d'une inflammation, le processus est simple, le corps va balancer des éléments chimiques pour tuer le mauvais élément. Le cartilage que l'on veut réparer, une cellule de cartilage qui est déficiente, on va la tuer. Pour la tuer, on utilise le corps va donner des cytotoxiques, et bien ce sont des radicaux libres. Ce sont des produits oxydants qui vont tuer la cellule. Pour lutter contre ça, eh bien c'est simple, on peut apporter, nous, des antioxydants. On parlait du cholestérol tout à l'heure. Est-ce que le cholestérol est un problème? Je vous le dis entre nous, non. Mais c'est l'oxydation de la plaque de cholestérol dans les artères qui va provoquer une agrégation de cette plaque. Et c'est cette plaque agrégée qui va constituer ce qu'on appelle un embole. Et c'est cet embole-là qui va boucher les artères coronaires et cérébrales. C'est comme ça qu'on fait un AVC ou un infarctus. On dit qu'on a du cholestérol, oui. Certains ont des plaques énormes de cholestérol, mais pas de problème. Ils ont un bon système
antioxydants. Quelqu'un qui a une plaque de cholestérol mais qui fume beaucoup, qui ne prend pas assez d'antioxydants, se retrouve avec une facilité à désagréger cette plaque. Et là, on a des gros problèmes. Pour protéger ça, il faut amener des antioxydants. Les antioxydants, on en a dans la nature, dans tous les produits naturels. Il y a des vitamines antioxydantes, il y a des minéraux antioxydants, et il y a aussi des enzymes antioxydants. Et aussi, dernièrement, on a des antioxydants tout court, comme les polyphénols, le resveratrol, etc. Donc, là, pour ce qui est de l'arthrose, on va emporter des antioxydants, d'une part, pour lutter contre l'inflammation, et d'autre part, on va apporter des éléments que l'articulation va utiliser pour régénérer son cartilage. Le calcium associé à la vitamine C. Ces deux produits-là associés ont un bon pouvoir pour lutter contre l'arthrose. La vitamine K, qui joue sur la coagulation. La vitamine D, et notamment la vitamine D3, qui est un très bon anti-inflammatoire. Et qui dirige aussi la calcification des os. Et enfin, donc, on avait dit tout à l'heure, les antioxydants que l'on retrouve dans les aliments. Je parle toujours des aliments avant des produits. Il faut se le dire, c'est d'abord par l'alimentation qu'on commence le travail. Des fruits rouges, des agrumes, des kiwis, des dattes, tout ce qui a de la couleur dans la nature est antioxydant. Le vin rouge, 2 verres par jour pour un homme, 1 par jour pour une femme. De vin rouge de Bordeaux, moins le Bourgogne, désolé, mais plus le Bordeaux. Mais après, c'est pas grave, c'est du vin rouge quand même, c'est plein d'antioxydants. Voilà. D'autres antioxydants qu'on a, c'est les épices. Le curcuma, c'est une épice qu'on utilise énormément en Inde pour le curry, etc. C'est une épice qui tâche, faites tomber du curry sur une chemise, et foutu. Ça, c'est ce qui est dû aux antioxydants. C'est comme le vin rouge, tout ce qui tâche, c'est antioxydant. Les fruits rouges, la cerise, tout ce qui tâche les fringues, c'est antioxydant. Voilà. Le curcuma, etc. Là, on est dans les fruits et légumes. Les champignons, c'est les légumes verts. Tout comme les produits alcalins, ce sont les légumes verts. Le chou chinois, brocoli, les tomates aussi, c'est rouge. Alors pas les tomates d'Espagne, les vraies tomates bien rouges. On la voit d'ailleurs, une bonne tomate. Quand vous la coupez, c'est rouge sang. Les artichauts, les radis noirs, ça c'est un très bon antioxydant et c'est un détoxifiant hépatique. Marche très bien. Par contre, en ce qui concerne les vitamines C. Oui. Ah, l'origine de la vitamine C. Parce que si on prend la vitamine C, j'allais dire par l'acide ascorbique, oui. Qui se transforme en général en acide oxalique. Oui. Et les oxalates de calcium. Le calcium, les précipités, ça fait les calculs rénaux. Voilà. Alors, très très bonne réflexion, monsieur. Venez avec moi faire Non mais dites. Oui, en ce qui concerne la vitamine C, particulièrement celle qui est pas prise dans les fruits, mais qui est achetée d'une manière pharmaceutique ou autre, vous pourrez voir sur que c'est de l'acide ascorbique. Et un pharmacien m'avait dit, l'acide ascorbique se transforme en acide oxalique, et la plupart des calculs rénaux, des lithiases rénales, sont des oxalates de calcium. Donc, l'acide oxalique, c'est aussi celui qu'on trouve dans l'oseille. Bon, pour avoir des crises de colique néphrétique grâce au calcul qui se trouve, autant ne pas prendre de l'acide ascorbique, autant ne pas prendre les vitamines C, j'allais dire pharmaceutiques, chimiques. Pour ce qui est de la vitamine C, il a tout à fait raison, la vitamine C chimique est très mauvaise. Les vitamines C qui sont bonnes, au-delà de celles que l'on peut prendre dans les fruits et les légumes, en complément alimentaire, c'est la vitamine C d'extrait naturel qui vient de la cérola. Tu veux dire un mot dessus, François? C'est que l'acérola, qui est une petite cerise portoricaine, est 80 fois plus concentrée en vitamine C que l'orange.
Et c'est vrai que c'est un produit que vous pouvez prendre, surtout dans ces périodes qu'on rentre d'automne, qui va jouer sur l'immunité. Hein. Voilà. Et ça, on trouve de bons produits et qui sont très bons pour le goût. Là, c'est rond, une petite seule. Il y a une étude qui a été faite qui s'appelle l'étude Suvimax dans le Val-de-Marne dans les années 90. On a essayé de chercher le profil en vitamines, en antioxydants chez une très très grosse cohorte de population. Et on s'est rendu compte, on a fait un constat qui est assez dramatique, c'est qu'on est beaucoup à manquer de vitamines, à manquer d'antioxydants. Pour ce qui est de la vitamine A, c'est 35 à 45% des adultes. Pour ce qui est du magnésium, on est à 80% des femmes. Beaucoup de femmes. Les hommes aussi, hein, attention. 70%. Pour les hommes, c'est 70%. Le fer, alors là, 90% des femmes en âge de procréer, 30% des enfants. La vitamine E, tout le monde. Par contre, la vitamine D, on a revu un peu à la hausse les taux normaux, tout le monde aussi. Et enfin, donc les oméga 3, comme on a vu tout à l'heure, hein, un déséquilibre incroyable, et l'iode. Je voulais parler un petit peu de la vitamine D, mais surtout du calcium, enfin des produits laitiers. J'ai oublié un tout petit truc. Dans les pays où on consomme beaucoup de produits laitiers, c'est les pays où on a un fort taux d'ostéoporose. Il y a une corrélation qui est assez intéressante. Due à l'acidité hein, des tâches. Voilà. Ouais, c'est vrai. Mais par contre, bon, c'est vrai que boire du lait, passer un certain âge, passer 2-3 ans, mais pas catastrophique, c'est plus tard qu'on sent les effets. C'est quand notre système n'arrive plus à tamponner tout ça. Alors ça, on va le passer assez vite, les causes de carence, l'alcool, le tabac, la pollution, c'est toujours le même problème. La pilule contraceptive pour les vitamines A et B, la grossesse, l'allaitement, hein, ce qui est normal, hein, on s'épuise. L'ensoleillement insuffisance pour la vitamine D, hein, et les problèmes digestifs, hein, comme on a vu tout à l'heure, un trouble de l'absorption, ça va créer une mauvaise absorption des vitamines, des minéraux, et donc on a des carences. Hein. Le laboratoire a développé Vitamine E, antioxydant. C'est un complexe qui contient d'une part des minéraux, des vitamines d'autre part, des antioxydants à la fin. Donc tout est d'extrait naturel, le plus naturel possible. Pour le magnésium, c'est du magnésium marin. Ces éléments-là sont des extraits naturels. La vitamine C, c'est des extraits d'acérola. Les vitamines B, tout ça, ce sont des extraits naturels. Et enfin, les antioxydants. Les antioxydants, là, on en a des bons. C'est l'extrait de thé vert, le romarin, le curcuma. Très, très, très bon antioxydant. Vous pouvez même en amener dans votre alimentation, une cuillère à café par jour dans les plats. Chauffer avec un peu d'huile. Légèrement chauffé avec de l'huile, c'est très bien, c'est assimilable. Et en plus de ça... Voilà, et en plus de ça, on rajoute du poivre dessus et on multiplie par 800 les effets du curcuma. Très très bon produit. Curcuma bio, hein, s'il vous plaît. En poudre. Le curcuma frais est moins concentré. Pardon. Ah, mais ils en vendent dans le salon. Profitez-en. Régénérer le cartilage, maintenant c'est la deuxième étape. On a balayé la chambre, on va pouvoir la ranger derrière. Chondroxine et collagène marin. Alors pour régénérer le cartilage, la sécurité sociale ne rembourse plus ces éléments-là parce qu'ils ont une action trop lente et puis il faut le prendre trop longtemps. C'est normal, il faut amener au cartilage tous les jours ce dont il a besoin. Ce qu'on en a vu en tout début de chapitre. Chondroïtine, glucosamine, acide hyaluronique, collagène. Ça, c'est des choses que le corps a du mal à fabriquer lui-même. À passer un certain âge, la possibilité de fabriquer ces éléments-là est moins bonne. On est moins efficace là-dedans, donc il faut solliciter le corps en lui en apportant. C'est ce que l'on appelle les anti-arthrosiques symptomatiques d'action lente. ASAL.
Ces éléments-là doivent être amenés en permanence. La médecine préfère rembourser les anti-inflammatoires. On marche sur la tête. Parce que les anti-inflammatoires, on en prend toute notre vie. Alors, je ne comprends pas. C'est... Pardon ? Même le chondrosulf avant était remboursé, maintenant il n'est plus. C'est une catastrophe. Donc on rembourse que les produits qui sont mauvais, quoi. Mais c'est dommage, parce que ça c'est super. On ne voit pas une efficacité comme... Alors, vous voyez bien que l'anti-inflammatoire, on prend quelque chose, on coupe un peu le feu, mais c'est que l'arbre qui cache la forêt, ça. Hein, c'est qu'un cache-misère. Là, on agit à l'intérieur de l'articulation. On agit pour éviter que ça s'use de trop. Donc forcément, les résultats sont moins visibles. Encore que, on voit quand même une bonne lubrification de l'articulation. Il y a un effet retard. On retarde la progression de l'arthrose, bien qu'on ne puisse pas la stopper complètement. Hein. C'est une maladie qui use le cartilage, donc on ne peut pas supprimer complètement l'arthrose. Mais on retarde son évolution et on rajoute un peu de lubrifiant dans les rouages. La chondroïtine, elle, quand on en apporte à ces cellules, elle va être stimulée pour en fabriquer d'autres. Et on a des résultats qui sont très probants. Hein. Le problème, c'est qu'il faut faire une cure de moins 2 à 3 mois pour en sentir les effets. Mais attention, hein, les études sont très poussées là-dessus. Hein. C'est le seul moyen qu'on a pour lutter contre l'arthrose. D'un point de vue médicamenteux, c'est plus vraiment un médicament, c'est des extraits de cartilage. Donc là, on utilise des extraits de cartilage de poisson. D'accord ? Que sur le marché, il existe 3 types de chondroïtine. Vous avez les chondroïtine sulfate issues des produits de la mer. Pour le cartilage de requin, on n'a plus le droit d'utiliser ce mot. Vous avez les chondroïtines de porc, chondroïtine de poulet. On sait qu'aujourd'hui, la chondroïtine issue des produits de la mer, c'est 20 fois plus efficace que les autres produits. Malheureusement, ils sont 10 fois plus chers. C'est pour ça qu'au niveau des boîtes. Donc nous, au niveau des écrines, on a toujours privilégié effectivement le produit le plus efficace, bien sûr. Et on conseille de manger les sardines avec les arêtes. C'est pas très facile. Donc aidez-vous avec ça. Ce sont les arêtes sont déjà en poudre dans une gélule. C'est plus facile. Mais c'est un très bon produit parce qu'il est complet. Vous avez d'une part, dans ce produit-là, vous avez d'une part ce qui régénère l'articulation, chondroïtine, glucosamine. D'accord ? Et d'autre part, vous avez des plantes anti-inflammatoires, qui ont une action anti-inflammatoire, comme le curcuma, qui est associé au poivre, une très bonne efficacité, l'arpagophytum, qui contient une molécule, l'arpagoside, l'arpagophytum, c'est la griffe du diable. C'est une graine qui a une très vilaine tête, et dont qu'on utilise comme anti-inflammatoire. Très efficace. Par contre, il faut en apporter une bonne quantité pour que ce soit bien efficace. Par contre, il faut toujours utiliser un anti-inflammatoire naturel qui n'a pas d'effet secondaire, des anti-inflammatoires conventionnels. Ceux-là, utilisez-les qu'en dernier recours. Si vous utilisez beaucoup d'anti-inflammatoires, il y a un moment où ça ne marche plus. Hein. Le feu continue de s'auto-entretenir par les biais qu'on a vus tout à l'heure. Hein, et on va jeter de l'eau sur un feu qui s'entretient en permanence. Ou on va éteindre le feu, mais on laisse le gaz allumé. Alors la moindre étincelle, ça repart. Coupons le gaz d'abord. Parce qu'on a vu tout à l'heure les 4 piliers, le pH, les bonnes huiles, le système digestif, hein, et les antioxydants. Le collagène marin ensuite, hein, ce que l'on a vu dans la trame fibreuse de l'articulation, c'est du collagène. Et avec l'âge, la quantité de collagène a tendance à diminuer. On le voit sur l'affaissement de la peau, de l'élasticité de la peau, l'apparition des rides, l'affaissement du cartilage, une rigidité du cartilage et même des artères. Ce produit-là est très intéressant pour redonner de la souplesse, de l'élasticité, de la qualité dans le cartilage et aussi dans les artères. Et enfin aussi, ces 2 produits, collagène marin et chondroxine, c'est efficace pour les fanères, c'est-à-dire les cheveux, les ongles et la peau. Hein, vous allez constater d'ailleurs, avant même le constat articulaire, vous allez sentir une peau de meilleure qualité, des cheveux non cassants et les ongles aussi. D'accord ? Le produit chondroxine contient aussi du MSM, c'est un produit très riche en soufre. Pour le cartilage, il faut du soufre.
C'est pour ça qu'on allait dans les endroits à l'époque, près des soufrières ou dans les zones thermales volcaniques, pour les gens qui ont mal aux articulations, on les emmenait dans les zones volcaniques riches en soufre. Hein, c'est pour ces raisons-là. L'ostéoporose, c'est bien, on a le temps. On a fini, mais on va assez rapidement parler de l'ostéoporose. Tout ce que l'on a vu tout à l'heure concerne aussi un peu l'ostéoporose. Regardez l'évolution de la morphologie d'une personne ostéoporotique et en parallèle l'évolution de sa trame osseuse qui s'amenuise. On voit des trous de plus en plus gros et une trame de moins en moins dense. C'est une maladie qui est liée à la perte de la densité de l'os, à un remodelage, donc on enlève du calcium, et un remodelage de la trame fibreuse. Donc c'est comme une maison, les tiges filetées et le ciment. Ben, on enlève du ciment et les tiges filetées deviennent molles. Hein, donc à la fin on a ça dans l'ostéoporose. Ça apparaît après 50 ans et c'est beaucoup plus, encore une fois les femmes que les hommes, c'est un problème lié aux hormones. Les oestrogènes dans les cellules vont faciliter la calcification des os. Un manque d'œstrogène lié à la ménopause va décalcifier les os, ou du moins éviter, éviter d'en apporter aux os. D'accord ? Donc, beaucoup de femmes sont sujettes à ça à partir de la ménopause. C'est pour ça qu'on les surveille passer la ménopause. C'est un déséquilibre entre, toujours pareil, entre la destruction et le remplissage, entre la régénération. Un manque de vitamine D, un manque de calcium, un problème au niveau des hormones sexuelles, des traitements aux corticoïdes, plus de 3 mois, des traitements hormonaux pour l'hyperthyroïdie, alors les gens qui sont hyperthyroïdiens aussi, des traitements hormonaux pour le cancer de la prostate ou pour les endométrioses. On donne des agonistes, des antagonistes des hormones sexuelles. Du coup, on va créer une perte en oestrogène. Hein. On va faire comme des ménopauses fictives, des ménopauses synthétiques. Hein. Eh bien, le problème, c'est que le corps, lui, va souffrir de ça, surtout chez les femmes. Pareil pour les hommes, les traitements pour le cancer de la prostate. Pour cela, eh bien, on va corriger en apportant de la vitamine D, notamment de la vitamine D3, et encore une fois, un extrait naturel. La vitamine D3, c'est l'extrait naturel de l'adeline de mouton. C'est-à-dire ces moutons qu'on a à l'extérieur, donc ils prennent beaucoup de soleil, ils ont une petite pellicule cireuse qu'on sait extraire, et c'est la meilleure des vitamines D3. Voilà. Bon, on va juste fixer un petit peu pour la fin. Ça y est, c'est fini. Bon, c'est fini. Dernière page. L'équilibre féminin pour... Non, en avant. Voilà, le bien-être féminin, c'est un produit que Olivier a développé pour lutter contre les symptômes de la ménopause. Et donc, ça, c'est un produit naturel qui contient que des plantes, quasiment, hein, que des plantes, du tribulus et aussi des vitamines, aussi des vitamines D. Du tribulus, alors c'est un produit qui avait été utilisé pour stimuler la libido, et on s'est rendu compte qu'elle avait une très bonne efficacité justement dans les troubles de la ménopause, des bouffées de chaleur, etc. Préménopause, monopause, donc l'ostéoporose. Donc c'est vrai que l'ostéoporose c'est nouveau, c'est Grégory qui m'a dit les recherches qu'on a fait, des essais, donc on aurait une belle action en ce moment-là. Donc moi je remercie Grégory pour son exposé, il m'a dit qu'il était toujours un peu bavard, bon ça confirme. Et merci à vous tous voilà, d'avoir passé un petit moment avec nous. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup de votre attention. Si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir.